La persécution des sorcières. Oui, je sais, encore. Sauf que là où, dans les chapitres précédents, je vous ai démontré que la chasse aux sorcières était une traque à la femme rebelle vivant hors de l'hétérosexualité, je vais suggérer ici que la chasse aux sorcières est une traque à la femme sachante, qui maîtrise la naissance et la mort. Si dans l'imaginaire collectif, les sorcières restent associées à la vieille dame, c'est certainement parce que le nombre d'entre elles qui détenaient ces savoirs étaient effectivement des femmes ayant pas mal roulé leur bosse. Au XVe siècle, si tu atteignais les 50 ans, tu avais vraisemblablement survécu à 8 grossesses et à autant de fausses couches. Évidemment que les vieilles femmes savaient. Évidemment qu'elles étaient des figures respectées et centrales. Évidemment qu'elles étaient dans les villages, au cœur des maisonnées, prêtes à intervenir à chaque instant de la vie des femmes, des enfants et des autres, quand on avait besoin de leur savoir. Leur science n'avait rien d'occulte. Elles savaient tout des accouchements, parce qu'en plus des leurs, elles avaient géré ceux de toutes les filles, petites filles, nièces et voisines autour. C'étaient des sages-femmes, c'est-à-dire celles qui savent au sujet des femmes, et non pas des femmes sages, comme on le croit souvent. Et parce qu'elles savaient tout des naissances, elles savaient aussi tout des morts. Ne serait-ce qu'en raison du nombre colossal de mères et de nourrissons qui décédaient en couches. Elles savaient accompagner les défunts et les défuntes. Elles connaissaient les herbes. Pour apaiser, cicatriser, purifier, elles étaient les figures mêmes du Caire. Mais elles détenaient surtout un savoir fondamental. Elles savaient comment éviter une grossesse non désirée. Il existe des plantes au pouvoir abortif. Certaines poussent au fond de votre jardin et vous n'en savez rien. Ces herbes, des femmes les utilisaient depuis la nuit des temps et les utilisent encore dans de nombreux pays pour décoller des utérus, les œufs en développement, au péril de leur vie certes, mais sans l'autorisation ni d'un collège de juges ni d'un panel de médecins. Je suis tentée de vous rappeler ici que la pratique de l'arboristerie était très réglementée en France. Le métier d'arboriste a même été interdit en 1941 par le gouvernement de Vichy. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. C'est cette liberté qui a ôté aux femmes par l'élimination de celles qui connaissaient ces plantes et ces techniques. Et cela fait longtemps que les féministes le disent, bien avant Mona Chollet, et même bien avant que Françoise d'Aubonne, dans les années 70, parle de sexocide pour qualifier la chasse aux sorcières. La première fois, c'était à la fin du XIXe siècle, à New York, Matilda Electa Jocelyn Gage, une infatigable militante féministe et abolitionniste, on parle ici d'abolition de l'esclavage. Elle a fait de la prison pour avoir aidé des esclaves noirs, écrit dans Women, Church and State, 1893, la sorcière était en réalité la penseuse la plus profonde, la chercheuse la plus en avance de cette époque. La persécution menée pendant de longues décennies contre les sorcières était en réalité une attaque sur la science par l'Église. Car le savoir est le pouvoir. L'Église craignait son usage entre les mains des femmes et a poussé cette crainte aux fins les plus criminelles. L'extermination des sorcières s'est faite au profit de la religion, bien sûr, comme le rappelle Jocelyne, mais aussi de l'université des médecines, seul espace à produire des êtres habilités à prendre des décisions sur la santé des autres, un espace, comme c'est pratique, rigoureusement interdit aux femmes jusqu'au milieu du XIXe siècle. Ce glissement a été merveilleusement raconté par deux féministes américaines des années 70, Barbara Ehrenreich et Deirdre English, dans leur brûlot Sorcières, sages-femmes et infirmières, paru en 1973. Dans ce petit livre énervé, republié récemment en français, elles estiment que la médecine a toujours appartenu aux femmes. Pendant des siècles, les femmes ont été des docteurs sans diplôme, bannies des livres et des lectures, apprenant les unes des autres, passant leur expérience de voisine à voisine, de mère à fille. Le peuple les appelait sages-femmes, les autorités sorcières ou charlatans. La médecine fait partie de notre héritage en tant que femme, de notre histoire, de nos droits innés. Pour elle, la médecine moderne a poursuivi cette œuvre en laissant les hôpitaux, les unités de soins et les universités de médecine aux mains des hommes, reléguant les femmes aux tâches annexes. Nous ne sommes plus des praticiennes indépendantes, connues de notre nom, de notre travail. Nous sommes pour la plupart des attaches institutionnelles, comblant les tâches interchangeables, intendance, cuisine, assistance technique, ménage. Et vous savez ce que le patriarcat, aka les tribunaux de l'Inquisition catholique, faisait tout en brûlant les sorcières? Il interdisait l'avortement, comme le rappelle Silvia Federici. Oui, encore elle,
dans Caliban et la sorcière. C'est au même moment que commence en Europe le contrôle des naissances par l'État. Les premières lois interdisant l'avortement apparaissent au XVIe siècle. Et c'est même la première fois qu'on juge des femmes. Les tout premiers délits qui ont valu aux femmes de passer devant un juge sur la sorcellerie et l'infanticide. Ces deux allaient de pair puisque le Malleus Maleficarum ou Marteau des sorcières, best-seller de 1486, qui est un peu au sexocide ce que Mein Kampf fait à l'Holocauste, stipule très clairement que les sorcières tuent des bébés. Silvia Federici appelle ce processus l'accumulation primitive du corps des femmes, c'est-à-dire l'appropriation de leurs capacités reproductives. Cette accumulation s'établit à travers deux gestes, l'éradication des savoirs permettant aux femmes d'exercer un contrôle sur leur propre corps et la criminalisation de toute tentative d'exercer ce contrôle. Aujourd'hui, en France, en 2022, les sages-femmes sont encore en train de lutter contre ce glissement. Bien sûr, toutes les sages-femmes ne se revendiquent pas comme des héritières des sorcières. Néanmoins, dans leur statut, quelque chose de cet ordre subsiste. Depuis un vaste mouvement de grève en 2013-2014, les sages-femmes sont engagées dans une lutte syndicale historique portant le hashtag Code Rouge, ce qui donne une idée du degré de détresse et d'urgence. Elles représentent 23 500 personnes en France, à 97% des femmes. Les conditions de travail sont dégradées, les salaires minuscules, les effectifs trop faibles et la reconnaissance nulle. La reconnaissance va au gynécologue obstétricien. C'est lui qui accouche les femmes. C'est lui qu'on appelle à la dernière minute en salle de travail et qui tire la couverture à lui. Et que fait le gynécologue ? Il domine. Et donc il viole. Pas tous les gynécologues, mais quand même. En janvier 2022, un gynécologue du Val d'Oise a été visé par une plainte déposée par 130 patientes. Et ce n'est qu'un cas parmi des dizaines qui ont émergé ces dernières années. Et franchement, si j'avais la motivation, je vous raconterais la fois où, enceinte de 4 mois, un gynécologue parisien réputé, alors qu'il avait la main littéralement fourrée dans mon vagin, me parlait presque à l'oreille du lien très particulier qu'il y a un gynécologue à sa patiente, alors que j'étais frigorifiée et tétanisée dans mes étriers. Mais on risque de se garer dans les détails alors qu'il y a un système à voir. Revenons à nos sages-femmes. La sage-femme n'est pas considérée comme appartenant au corps médical, et c'est là tout le souci. L'une des revendications du mouvement, sur laquelle tous les syndicats ne s'accordent pas, est la reconnaissance du statut médical de leur profession qui viendrait valider leur rôle fondamental dans l'accompagnement de milliers de personnes dans leur santé reproductive. En 2020, après des mois de bras de fer, elles ont réussi à obtenir une maigre concession. La création d'un statut particulier qui les sort officiellement des professions paramédicales, où elles se trouvaient cloisonnées, mais leur refuse toujours le statut médical, dont bénéficient notamment les pharmaciens et les dentistes. Leur principal opposant est l'ordre des médecins, qui conteste de toute sa hauteur leur légitimité et leur aptitude à s'occuper sans eux de la santé des gens. Cette ligne infranchissable est la frontière hermétique qui sépare le care de la médecine. L'un des objectifs de notre futur féministe est de faire sauter cette frontière. Les sages-femmes contemporaines ont aussi dû lutter longtemps pour obtenir le droit de pratiquer les IVG. Et aujourd'hui encore, ce droit leur est partiellement refusé. On les autorise à pratiquer l'IVG médicamenteuse en 2016 seulement. L'IVG instrumentale leur a été accordée en 2021, mais sous plusieurs conditions, notamment de délai, et dans le cadre d'une période test de 3 ans. L'infantilisation est maximale. L'avortement reste et doit, semble-t-il, rester entre les mains du vrai docteur. Quelque chose résiste dans l'idée que les personnes souhaitant avorter puissent le faire sur simple rendez-vous dans l'intimité d'un cabinet, voire à leur domicile. Et l'argument du risque pour leur santé n'est pas valable ici. Les sages-femmes connaissent les utérus, les vagins et les périnées mieux que n'importe quel gynécologue. Elles étudient pendant 5 ans. Elles accompagnent longuement des parturientes avant, pendant et après leur grossesse. Elles sont parfaitement aptes à appliquer les protocoles sûrs. Et puis permettre à l'avortement d'être pratiqué hors de l'espace hospitalier, dans un lieu plus proche de l'espace privé, serait une façon de mieux garantir ce droit. L'un des drames de l'avortement, pour tout légal qui soit en France, c'est qu'il reste inaccessible à de nombreuses personnes, notamment dans les milieux pauvres et ou ruraux.
Pour peu qu'on n'ait pas près de chez soi un hôpital, le pratiquant, un médecin ou un gynécologue capable de confirmer une grossesse, de déclencher le protocole encadré qui mène à l'IVG, on peut vite se retrouver hors délai et se voir privé, de fait, de la possibilité d'y recourir. La surcharge des hôpitaux pendant la crise du Covid a engendré une hausse vertigineuse des IVG hors délai partout en Europe. Le délai de recours à l'IVG est aujourd'hui en France de 16 semaines d'aménorrhée. Il oscille entre 14 et 16 semaines dans la plupart des pays européens, mais sachez qu'au Québec, il n'y a même pas de délai. Et dans 92% des cas, les femmes ont recours à l'IVG dans les 12 premières semaines de grossesse, ce qui tend à prouver que les personnes assignées femmes sont des êtres responsables qui peuvent parfaitement gérer leur santé sans être infantilisées par la loi et la médecine, mais je m'emballe peut-être un peu. Et pour les plus pauvres, eh bien, c'est la grossesse forcée, l'une des violences les plus inouïes qu'on puisse exercer sur leur corps. Pour certaines chercheuses féministes, comme la juriste Lisa Carayon, l'avortement n'est pas un droit qui a été donné aux femmes, mais plutôt une concession qui leur a été accordée. On autorise les femmes à avorter, mais uniquement selon nos termes, sous notre surveillance. Uniquement parce que c'est toujours un drame pour les femmes, comme l'a souligné Simone Veil à la tribune de l'Assemblée en 1975. D'ailleurs, il est très éclairant de réécouter le discours prononcé par Simone Veil ce jour-là devant un hémicycle rempli de cravates, pour certaines très hostiles à la loi qu'elle portait. Jamais elle ne lance « le corps des femmes leur appartient ». Jamais elle ne dit « mon corps, mon choix ». Non, elle dit l'avortement doit être l'exception, l'ultime recours. Elle dit qu'il faut légaliser l'IVG pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Bien sûr, elle dit cela pour convaincre, et elle a bien fait, car sans ces précautions, la loi n'aurait probablement jamais été adoptée. Mais d'emblée, l'IVG est posée comme un acte problématique, exceptionnel, qui doit être encadré et qui ne peut pas reposer entièrement sur le libre arbitre des femmes. Résultat, aujourd'hui, l'avortement fait l'objet de tout un tas d'aménagements juridiques biscornus et illogiques. Saviez-vous qu'en France, et ce depuis la loi Veil, il est possible de recourir à l'avortement jusqu'au 9e mois si l'on porte un enfant dont on sait qu'il sera handicapé? Vous vous rendez compte de l'énormité du truc? Vous voyez l'eugénisme rampant derrière cette exception? On tergiverse pendant des décennies sur le droit, la morale, la religion, l'éthique, on chipote pendant des mois à l'Assemblée pour décider si oui ou non on fait passer le délai de recours de 12 à 14 semaines, mais jamais on n'a questionné ça si l'enfant à naître est un enfant handicapé. Dans ce cas-là, ce n'est pas une interruption volontaire de grossesse, ça s'appelle un avortement thérapeutique. Plus de délai, ni de clause de conscience. Oui, parce que l'avortement est aussi le seul acte médical, avec la stérilisation, comme c'est étonnant, qui reste soumis à une clause de conscience. C'est-à-dire que tout médecin est en droit de refuser de l'exercer pour des raisons morales ou personnelles. C'est au nom de cette clause de conscience également en rigueur en Italie que 60% des médecins italiens refusent aujourd'hui de pratiquer l'IVG, rendant l'accès à ce droit, en théorie acquis, excessivement difficile pour les Italiennes. La suppression de cette clause est une revendication portée par les féministes depuis 1975, mais systématiquement, le Collège des gynécologues de France s'y oppose, tout comme il se prononce systématiquement contre le délai d'allongement du recours à l'IVG. La loi Veil, certes, met un terme à la criminalisation de l'IVG, mais elle l'encadre très strictement en la mettant sous la surveillance d'un législateur et du corps médical. On est très loin des revendications originales du MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, fondé au début des années 70, qui réclamait l'avortement libre. Ces militantes exerçaient la désobéissance civile par des actions flamboyantes et provocantes. En 1972, dans l'appartement de l'actrice Delphine Seyrig, le MLAC a fait publiquement la démonstration en toute illégalité de la méthode Kerman qui permettait aux femmes chez elles et sans intervention d'un médecin de mettre fin à une grossesse non désirée. C'est pour cela que les plus radicales des militants du MLAC ont continué de militer après 1975. Leur objectif n'était pas atteint. Pour elles, il ne s'agit pas seulement de suppléer les carences de la loi, délais, prix, accès conditionné pour les immigrés et les mineurs, mais de mettre en garde contre l'évidence de la médicalisation, explique la chercheuse Lucille Ruot dans un article consacré au procès d'Aix intenté contre de militantes radicales du MLAC en 1977. Nous avons maintenant une grande expérience dans le domaine de l'avortement et de la contraception. Elle montre qu'en prenant en main leurs affaires, les femmes constituent une force insupportable pour le pouvoir. En effet, la méthode par aspiration a été utilisée par le MLAC pendant 2 ans avant que les médecins et les hôpitaux se mettent à la prendre. Cette méthode appartient aux femmes du mouvement.
Elles ont une expérience bien souvent supérieure à celle des médecins parce que pratiquée en groupe et sans anesthésie. Maintenant qu'elle fait partie de l'arsenal officiel de la médecine, nous devons nous battre pour ne pas s'en laisser dessaisir, écrivait-elle dans un tract en 79. Cette revendication d'un avortement libre, d'un contrôle réel des personnes assignées femmes sur leur corps et leur sexualité, se retrouve aujourd'hui dans le nombre croissant de personnes souhaitant accoucher à domicile, accompagnées par une sage-femme et non par un obstétricien, loin de la surmédicalisation qui est la règle aujourd'hui dans la plupart des maternités. Elle est aussi en germe dans les cercles des militantes et des militants qui pratiquent l'autogynécologie à des fins féministes et de réappropriation des savoirs médicaux. Alors on va poser les choses bien clairement. La loi Veil est une bénédiction. L'amendement Rose vs Wade était une bénédiction. Toute loi autorisant clairement l'IVG est une bénédiction. Ces lois ont le pouvoir de nous protéger des mouvements anti-choix, ces collectifs puissants, déterminés, qui ne cesseront jamais, semble-t-il, de se battre pour qu'on nous prive de ce droit. Sans ces lois, des centaines de milliers de femmes mourraient chaque année d'avortements clandestins. Et là, il faut rappeler la base. Les femmes ont toujours eu recours à l'IVG quand elles en ont eu besoin. Les femmes auront toujours recours à l'IVG quand elles en auront besoin. Que l'avortement soit légal ou non, les femmes y ont recours. Quand il est illégal, les femmes avortent clandestinement et ça les tue. Au moins 40 000 femmes en meurent chaque année dans le monde. Mais le droit à l'IVG est fragile, parce que dès les premiers instants, il a été pensé pour n'être exercé que dans un cadre très précis et reste suspendu au bon vouloir d'une poignée d'hommes blancs. Les mouvements afroféministes dans les années 70 ont développé la notion de droit reproductif qui recouvre une réalité bien plus large que les seuls droits à la contraception et à l'avortement. L'accès à la pilule et aux cliniques d'avortement sont des réponses qui viennent pallier les besoins des femmes privilégiées pour lesquelles consulter un médecin et couvrir les coûts parfois exorbitants qui en découlent ne sont pas un problème. Mais c'est insuffisant. Malgré les lois, les femmes pauvres restent privées de cet accès. Une véritable politique des droits reproductifs devrait inclure aussi la prévention, l'éducation, l'accès gratuit aux soins, la garantie d'une contraception sûre, sans conséquences néfastes sur la santé, mais aussi l'accompagnement des femmes souhaitant accoucher sous X et une véritable politique de la question de l'adoption. Le droit de choisir de se faire avorter ou non n'est qu'un aspect de la liberté reproductive des femmes, écrit la penseuse américaine Bell Hooks dans Tout le monde peut être féministe, une politique de cœur. En fonction de l'âge et des circonstances de leur vie, l'aspect des droits reproductifs les plus importants ne sera pas le même. Pour une femme sexuellement active entre 20 et 40 ans, qui trouve les pilules contraceptives dangereuses et qui peut un jour être confrontée à une grossesse non désirée, il se peut que le droit à l'avortement légal, sûr et peu coûteux, soit la question reproductive la plus pressante. Mais lorsqu'elle est ménopausée et que les médecins lui conseillent de subir une hystérectomie, c'est cette question-là qui deviendra la plus pertinente. Les femmes noires savent que l'IVG n'est pas l'alpha et l'oméga de la santé reproductive parce qu'elles savent que pendant des siècles, pendant qu'on incitait les femmes blanches à se reproduire, les femmes non blanches, elles, voyaient leur utérus scruté d'une toute autre manière. Pour elles, la violence consistait en des stérilisations forcées, des IVG non consenties, et pas seulement dans l'Amérique ségrégationniste. On sait notamment grâce au travail de Françoise Vergès dans Le ventre des femmes en 2017 qu'en 70, à La Réunion, des milliers d'avortements et de stérilisations sans consentement ont été pratiqués par des médecins blancs sur des femmes noires sous prétexte d'une surpopulation dans les anciennes colonies. Exiger pour les femmes la sacralisation de leurs droits reproductifs, c'est dire que le droit à l'IVG ne suffit pas à leur garantir le contrôle de leur corps. Tant que ce droit restera réglementé par des collèges patriarcaux qui en détermineront les circonstances, la pratique et le coût, il n'y aura pas de véritable égalité. En remettant ainsi les choses en perspective, je veux vous faire mettre le doigt sur une idée qui retourne un peu le cerveau, j'en conviens. Ce qu'on appelle la conquête du droit à l'IVG est en réalité une lutte contre l'interdiction de l'IVG. Et ça n'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, dans de nombreux pays occidentaux, on peut remettre en cause, voire complètement supprimer le droit de recourir à l'avortement parce que l'IVG est l'un des seuls actes médicaux qui soient réglementés par la loi. C'est pour cela qu'il suffit de 3 juges conservateurs à la Cour suprême américaine pour supprimer ce droit à 34 millions d'Américaines.
C'est pour cela que je tremblerai tant que le droit à l'IVG sera entre les mains d'une Assemblée nationale composée de 577 députés, dont je ne reviens pas de l'écrire, 89 viennent des rangs de l'extrême droite. C'est pour cela qu'il faut constitutionnaliser ce droit, ainsi que tous les autres droits reproductifs de toute urgence, s'il vous plaît. Mais pour bien réfléchir sur ces droits et permettre à terme cette constitutionnalisation, il faudrait que la discussion inclue des femmes non blanches, des femmes pauvres, des femmes handicapées, des femmes trans, des sages-femmes, des femmes ayant accouché à domicile, des femmes ayant accouché sous X, des femmes adoptées, des familles de tous milieux sociaux et de toute orientation sexuelle. Il faudrait qu'il y ait des adolescentes et des ménopausées, des mères de tous les âges et des pères aussi, car la question de l'avortement concerne indéniablement les hommes. C'est absurde que ce sujet ne mobilise que les femmes, alors que la cause de pratiquement tous les avortements est une grossesse non désirée, et les hommes causent absolument toutes les grossesses non désirées, comme le souligne Gabrielle Blair, autrice du pamphlet explosif paru en 2022, Ejaculate Responsably, ce qui veut dire éjaculer responsablement, et je trouve ça magnifique. Aujourd'hui, de plus en plus d'hommes se disent prêts à prendre sur leurs épaules la charge contraceptive en recourant à la vasectomie, un acte médical sûr, presque complètement réversible, qui assure une contraception fiable dans le cadre d'un couple hétérosexuel stable. On a noté d'ailleurs un recours de plus en plus massif à cette méthode depuis la suspension de Roe vs Wade aux États-Unis. Bref, imaginez les perspectives qui s'ouvriraient si on tenait compte de toutes les nuances et complexités qui se nouaient autour des droits reproductifs. Imaginez comme la loi serait différente. J'ai fait ce long détour par l'histoire du droit à l'IVG non seulement parce que c'est un droit fondamental pour la liberté de toutes les personnes dépourvues d'un utérus. Je l'ai fait parce qu'il s'agit d'un endroit où les enjeux du care, entre soins et vulnérabilité, sont particulièrement visibles. D'ailleurs, Carol Gilligan, la psychologue qui a pensé l'éthique du care, dont je vous parlais au début de ce chapitre, l'a fait elle aussi. Dans un passage moins connu, d'une voix différente, elle étudie un groupe de femmes ayant eu recours à l'IVG. Elle démontre qu'une femme qui prend la décision de recourir à l'avortement ne réfléchit jamais selon une conception binaire, ma vie ou celle de l'enfant à naître. La décision est toujours le fruit d'un entrelacement de centaines de facteurs qui impliquent des parents, des hommes, des enfants, un travail, une situation économique, une situation psychologique. C'est une décision qui est le fruit d'un long monologue intérieur, d'une succession de questions à la façon d'Amy répondant au dilemme de Heinz. Et pourtant, à chaque fois qu'on légifère sur l'avortement, on le fait en des termes très binaires, bien ou mal. Ce qui manque dans ces assemblées, c'est une éthique du care. John Tronto parle de la nécessité de faire émerger dans les lieux de décision politique les voix de celles et ceux qui savent ce que signifie le soin et la vulnérabilité. Jamais on n'entend parler de l'Assemblée nationale une femme qui sait ce que veut dire soigner. On n'entend jamais résonner la voix de la dame de 70 ans qui a connu l'immigration, la pauvreté, les services sociaux, l'hôpital, les enfants malades, les personnes dépendantes. C'est le care, c'est soigner. Mais c'est aussi savoir ce que ça produit de soigner, sur le corps et sur les esprits. Prendre une décision politique à la lumière de l'éthique du care, ce serait donner à ces personnes non seulement le pouvoir de parler, mais aussi le pouvoir de décider. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est composée de 60% d'hommes et à presque 100% de personnes blanches qui n'ont connu dans leur vie rien d'autre que le confort et les études supérieures. Il n'y a pas d'ouvriers ou d'ouvrières à l'Assemblée, il n'y a pas de migrants, de migrantes, il n'y a pas non plus de nounous, d'infirmières, de caissières. C'est pour cela que l'élection de Rachel Keke, ancienne femme de chambre, porte-parole de la grève de l'hôtel Ibis-Batignolles, à l'Assemblée nationale française en juin 2022, a été la source de tant d'espoir pour nombre de penseuses féministes. Rachel Keke, députée, c'est l'entrée du care dans le corps législatif français. Et même si elle reste effroyablement minoritaire, c'est symboliquement très fort. Quand une loi sera discutée, nous savons que désormais la voix différente de cette femme pourra s'élever, et qu'ils n'auront d'autre choix que de l'écouter. Cette voix, c'est celle du futur féministe que je veux que nous construisions ensemble. Pendant la crise sanitaire de 2020, le Forum économique mondial a publié une étude qui a fait un grand bruit. Elle soulignait que les pandémies semblaient bien mieux gérées dans les pays qui étaient dirigés par les femmes, comme la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne ou Taïwan. Chiffre à la pluie, elle démontrait que, dans ces pays, il y avait eu moins de morts, une meilleure gestion des ressources hospitalières, des conséquences économiques moins lourdes, un plus grand sentiment de sécurité dans la population. Comment l'expliquer ? Une enquête du New York Times, qui cherchait à élucider ce mystère, a mis le doigt sur quelque chose.
Il semblerait que le point commun entre toutes ces dirigeantes, c'est qu'elles ont consulté plus de monde pour prendre leurs décisions. Là où la France de Macron, l'Amérique de Trump et l'Angleterre de Johnson réagissaient à des coups de cellules de crise, c'est-à-dire des réunions en petits comités de conseillers spéciaux encravatés et sûrs de leurs faits, les dirigeantes de ces pays prenaient soin, avant chaque décision, de consulter de vastes panels de citoyens et de citoyennes et d'experts ou d'expertes, portant parfois des visions contradictoires. Là où nos chefs de guerre avaient à cœur de paraître inflexibles et déterminés, même quand ils disaient de grosses bêtises, les dirigeants assumaient leur incertitude et leurs craintes. La sociologue britannique Alice Evans citait dans l'article Tente « Ce que le Covid nous a appris, c'est qu'un autre type de gouvernement peut être bénéfique. Peut-être que les personnes vont apprendre à reconnaître la valeur de la prévention du soin et de la délicatesse chez leurs leaders. » On a beaucoup parlé du Facebook Live de Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise qui s'est présentée à sa population en jogging après avoir couché ses enfants, montrant qu'elle aussi se soumettait au confinement imposé et cherchant à rassurer ses concitoyens, ses concitoyennes, dont elle disait comprendre et partager l'anxiété. Évidemment, il y a là toute une mise en scène relevant de la communication politique, comme il y en avait dans les larmes de Barack Obama après la tuerie de l'école maternelle de Sandy Hook en décembre 2012. N'empêche, ces images nous donnent quelques billes pour nous aider à penser un futur démocratique qui permettrait de reconsidérer sincèrement les liens entre chacun et chacune. Le CARE est une bombe politique, un outil capable de réévaluer l'exercice du pouvoir, mais le monde n'est clairement pas prêt pour l'entendre. La première personnalité française à avoir essayé de parler du CARE en France est Martine Aubry, alors première secrétaire du Parti socialiste en 2010. La société du bien-être passe aussi par une évolution des rapports des individus entre eux. Il faut passer une société individualiste à une société du care, selon le mot anglais que l'on pourrait traduire par le soin mutuel. La société prend soin de vous, mais vous devez aussi prendre soin des autres et de la société. Et ensemble, on doit préparer son avenir. Cela passe par une révolution des services publics, dit-elle alors dans une interview de Mediapart qui faisait notamment référence au travail de Carole Gilligan. La réaction des observateurs a été unanime. On l'a tourné en dérision. Le député Manuel Valls, qui appartient alors au même parti politique que Martine Aubry, se fend carrément d'une tribune dans Le Monde. Il dénonce un recul pour la gauche, rappelant que l'individu n'est ni malade ni en demande de soins. Sur RTL, le chroniqueur Jean-Michel Apathy parle de nunucherie, d'un galimatia de bons sentiments et de considérations pseudo-philosophiques. Martine Aubry est, en quelque sorte, renvoyée à sa cuisine. On déprécie son analyse comme un truc de bonne femme, quelque chose de sentimental, voire d'immature. On l'évalue exactement comme le vieux psy évalue la réponse d'Amy au dilemme de Heinz. Plus récemment, dans son documentaire Debout les femmes, en 2021, le député France Insoumise François Ruffin raconte son parcours du combattant pour essayer de faire passer une loi sur la reconnaissance des métiers du lien. Son film parle du CARE. On l'y voit partir pour rédiger un rapport parlementaire à la rencontre de femmes aides-soignantes dans des régions pauvres. Il est accompagné d'un autre député appartenant à la majorité présidentielle LREM, Bruno Bonnell, plutôt de droite donc. Pourtant, étrangement, ce député est sur la même ligne que Ruffin concernant la nécessité de mieux traiter ces travailleuses du lien. Il révèle dans le film qu'il a eu un enfant handicapé et qu'il a côtoyé au quotidien pendant plusieurs années son accompagnatrice de vie. Il a donc tissé un lien du care avec cette personne à laquelle il avait délégué le soin de son enfant. Ce qui démontre que le care dépasse les clivages politiques et les clivages de classe. Il est complexe, englobant, transversal et intime. Malgré cette alliance transpartisane, on assiste dans le documentaire à la résistance du législateur aux tentatives des deux députés de faire voter une loi protégeant ces travailleuses. Pourtant, il y a urgence écologique, urgence sociale, et encore une fois, le futur féministe est déjà là. La plupart des mouvements sociaux qui ont émergé ces dernières années s'appuyaient sans forcément s'en revendiquer sur l'éthique du care et étaient majoritairement portés par des femmes. Le mouvement MeToo de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, évidemment. Mais aussi la grève des sages-femmes, celle des urgencistes et des mouvements contre les violences policières. Les Gilets jaunes aussi étaient un mouvement social du care. Ces gens sur les ronds-points étaient des mères de famille qui savent ce que cela signifie de voir le prix de l'essence augmenter, car elles savent ce que coûtent les produits dans les supermarchés. Elles savent qu'avec un salaire minimum, on a à peine de quoi nourrir et soigner une famille décemment.
La crise du pouvoir d'achat est une crise du care, et c'est intéressant qu'une des principales revendications des Gilets jaunes soit le référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC, qui serait effectivement une façon de réinjecter une forme de care dans la prise de décision au niveau national. Ce mouvement a résulté en un cahier de doléances, notamment compilé par Priscilla Ludowski, qui était à l'origine du mouvement. Elle a mis le feu aux poudres en lançant une pétition, récoltant plus d'1 million de signatures. Elle y posait une question pertinente. Pourquoi faisait-on poser le prix de la crise écologique sur les épaules des personnes les plus pauvres à travers la taxe sur le diesel? Pourquoi taxait-on l'essence qui servait à faire rouler la Peugeot 205 de Mélanie, infirmière libérale à Montargis, alors qu'on ne taxait pas le kérosène de l'Airbus A320 qui permettait à Julie, un cadre supérieur dans une banque, de passer ses week-ends à Marrakech? Cette lecture est tout sauf une lecture binaire. C'est une succession de bonnes questions auxquelles on ne répond jamais. Et cette absence de réponse suscite évidemment de la colère, réprimée dans le sang par la violence de l'État. Une violence qui s'exprime aussi par une force inouïe contre les mouvements citoyens écologistes qui portent des revendications de care en ce qu'elles dévoilent nos interdépendances. En mai 2022, il y a eu en France une série d'actions non violentes contre les actionnaires du groupe Total qui est en train de construire un oléoduc à plusieurs centaines de kilomètres de long en Ouganda, entraînant le déplacement de centaines de milliers de familles, mettant en péril l'environnement local et planétaire, puisqu'il faut à tout prix arrêter dès maintenant l'extraction des énergies fossiles, le rapport du GIEC est formel. Des militants et des militantes de plusieurs ONG ont entrepris d'interpeller les actionnaires du groupe et des banques le finançant, et de leur demander de bloquer l'enclenchement du projet. Eh bien, ces militants et ces militantes, on les a insultés, comme a pu en témoigner notamment la jeune activiste Camille Etienne sur ses réseaux sociaux. On a vu circuler des vidéos où les actionnaires excédés leur disent qu'elles peuvent bien crever. Et pourtant, elles vont continuer à militer, à bloquer des AG, parce que c'est une question de vie ou de mort, parce que tous nos destins sont liés. Le destin du PDG de Total dépend de celui de la famille ougandaise déplacée par l'oléoduc. Nos vies, nos corps, nos santé sont reliés. Il va bien falloir un moment construire un monde où ces interdépendances seront nommées. Judith Butler, qui est un peu la et marraine de ce livre, rêve de ce monde. Dans un très court texte, plus accessible que la plupart de ses œuvres, intitulé Qu'est-ce qu'une vie bonne, sorti en 2014, elle s'empare de la pensée du care. Mais à la notion de vulnérabilité, elle préfère celle de vie pleurable. Elle dit qu'il y a dans la société des personnes dont la vie est valorisée, des personnes dont on souhaite qu'elles vivent, grandissent, se reproduisent et qui, si elles meurent, seront pleurées. Et des personnes dont la vie est considérée comme continue négligeable. Des personnes qu'on ne soigne pas, qu'on laisse couler au fond de la Méditerranée sans même prononcer leur nom. Pour Butler, si l'on identifiait nos interdépendances, si l'on prenait conscience qu'il n'y a jamais d'un côté nous et de l'autre eux, alors les vies auraient toutes la même valeur, la même pleurabilité. Je trouve ça fascinant. En passant que Judith Butler, qui a commencé son travail de recherche sur le genre, se penche aujourd'hui sur la valeur de la vie. Quand on commence à regarder le monde sous le prisme féministe, on finit forcément par en arriver là. Réfléchir au sexisme, ça amène en ligne droite à réfléchir au sort des malades, des migrants, des migrantes, des handicapés, de la nature, des animaux, de tout le vivant en somme. Si on se mettait vraiment, collectivement, à penser comme cela, à sortir de l'obsession de la liberté individuelle pour caresser l'épiderme du monde d'un regard traversant et mobile, alors on comprendrait que l'urgence est de sauver le vivant, tout le vivant, toutes les vies humaines, mais aussi animales. On comprendrait que la seule urgence, pour le futur, est de rendre toutes les vies pleurables.